allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan. Le point presse sur le coronavirus débutera à 11 heures. Dans une vraie équipe, on a tous un objectif commun. On ne se bat pas pour soi, non, mais pour tout le monde. C'est un pour tous et pas chacun pour soi. Chacun a un rôle à jouer, une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Dans une équipe, on ne lâche personne. Et personne ne lâche. C'est ça, une vraie équipe. Une équipe de 11 millions. Bonjour à toutes et tous, goedemorgen iedereen. Nous allons commencer cette conférence de presse, pour ne pas changer, par une vue sur l'évolution des différentes courbes. Et c'est Yves Van Lethem qui va commencer les explications. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, très globalement, le taux d'infection et celui des nouvelles hospitalisations est toujours sur un plateau. Il y a même une petite augmentation, essentiellement en Flandre. Le nombre de patients hospitalisés continue à diminuer, lentement, mais il faut être clair, nous attendons dans les semaines qui viennent à une stagnation à ce niveau-là aussi, si du moins le reste des paramètres ne se modifie pas. Au niveau des chiffres, et vous allez voir sur la première diapositive, sur les 7 derniers jours, nous avons eu une moyenne de 2231 nouveaux cas par jour, soit sur le pays, dans sa totalité, une augmentation de 3%, essentiellement liée au fait que l'augmentation en Flandre a été de 8%. À Bruxelles, en Wallonie, on est encore actuellement sur une diminution du nombre de nouveaux cas, mais ceci à un rythme plus lent que dans les semaines précédentes. Moins 13% à Bruxelles, moins 2% en Wallonie. L'augmentation est la plus prononcée dans les deux Flandres, occidentale et orientale, avec une hausse, comme vous le voyez, de plus de 10%. On a une hausse assez proche dans la province d'Anvers. On a une hausse moins importante dans le Hainaut et également dans le Namurois, respectivement 3 et 2%. Dans le reste du pays, qui est en vert, comme vous le voyez, on continue à avoir une diminution de ces chiffres de moins 16% dans le Luxembourg à moins 1% dans le Brabant flamand. Au niveau des tranches de population, on observe une diminution limitée du nombre d'infections, sur la diapositive qui va venir, chez les adolescents, chez les jeunes de 20 ans et les personnes de plus de 90 ans, alors que les infections tendent plutôt à augmenter dans les autres groupes d'âge. Cette augmentation est prononcée chez les moins de 10 ans, où on a effectivement une hausse de 21% sur base hebdomadaire, mais il faut bien souligner que ceci ne constitue qu'un petit nombre de cas au total et que ceci représente moins de 5% du total des nouvelles contaminations. En chiffres absolus, ce sont les tranches d'âge de 20, 30, 40 et 50 ans qui regroupent la plupart des contaminations, 14% de tous les cas dans chacune de ces tranches d'âge. On a au niveau provincial une image très panachée, effectivement, avec des tranches d'âge différentes selon les différentes provinces, sans qu'il soit toujours extrêmement clair pourquoi ceci a lieu. Si on passe maintenant aux hospitalisations, on a une très faible diminution de l'ordre de 2% des hospitalisations, et donc une quasi-stagnation à ce niveau-là aussi. La semaine dernière, en moyenne par jour, nous avons eu 185 nouvelles admissions, alors qu'il s'agissait de 189 par rapport à la semaine qui a précédé. Cette stabilisation cache d'importantes différences en fonction des régions. En Flandre, on a une augmentation des nouvelles hospitalisations de 3%. À Bruxelles, en Wallonie, on a une diminution de 13 et 6%.
Dans les provinces, on a une diminution au niveau de la province de Liège, du Hainaut et dans le Limbourg. Ceci nous amène à avoir actuellement hospitalisé 2832 patients, dont 617 sont en soins intensifs. On a donc un nombre total qui continue à diminuer, mais comme on l'a dit, à un rythme plus lent, de l'ordre de 12% pour les services généraux d'hospitalisation et de 17% pour les soins intensifs. Dans une province, la Flandre occidentale, on constate une légère augmentation du nombre de lits occupés, et ceci tant en salle générale qu'au niveau des soins intensifs. Quant aux décès, heureusement, nous avons une diminution qui continue à ce niveau-là. Elle est de l'ordre de 19%, et en moyenne, nous déplorons 90 décès par jour liés au Covid. Alors le thème du jour, et ce ne sera pas la dernière fois qu'on va l'aborder, va être un thème qui a trait à la vaccination. Comme vous le savez, les prochains mois, dès début janvier, si tout se passe bien, nous entamons non seulement 2021, nous entamons l'année de la vaccination contre le Covid. Il est clair qu'on reviendra encore à plusieurs reprises sur le sujet, entre autres sur le sujet de la stratégie de vaccination qu'on avait déjà abordé il y a quelques mois avec vous. On peut clairement se poser une question, et je pense que beaucoup d'entre vous se la posent lorsqu'on voit les sondages ou les reportages qui sont faits par les chaînes de radio et de télévision. Un vaccin qui est développé aussi rapidement, qui arrive aussi rapidement sur le marché, quelle sécurité peut-on avoir quant à la fiabilité des chiffres, et peut-on vraiment penser qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves qui peuvent apparaître dans ce type de situation, alors qu'on nous dit d'habitude qu'il faut 7 à 8 ans, parfois 10 ans, et que là, en moins d'1 an, un vaccin, même je dirais plusieurs vaccins contre le Covid, seraient présents et prêts à être administrés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vaccin, c'est un médicament. Ça peut paraître évident pour les gens dans le domaine médical, peut-être pas pour tout le monde, et qu'un médicament, en tout cas dans le monde occidental, c'est une substance qui est soumise à des études intensives et surtout à une revue extensive de ces données par des gens qui sont indépendants des firmes pharmaceutiques. Aucune instance de santé dans le monde occidental n'a voulu prendre le moindre risque par rapport à l'évaluation de ces tests faits sur les vaccins et n'a voulu prendre de choses qui soient différentes de ce qui se passe d'habitude. Si on reprend les choses au début, pour qu'on comprenne bien la dynamique de ce qui s'est passé. Ce virus a été découvert vraiment début janvier. À peine était-il découvert que les progrès de la technologie, qui ont été considérables dans le domaine de la génétique ces dernières années, ont permis d'avoir le code génétique de ce virus, de le mettre à nu en quelque sorte devant nous, pour que nous puissions construire les armes nécessaires, vaccins ou médicaments, pour lutter contre lui. Ce code génétique à peine connu a été rendu public et a été diffusé dans le monde entier de manière à ce que partout, les universités, les laboratoires puissent mettre en marche leurs études et en l'occurrence ici, les recherches sur des vaccins. Ces recherches ne partaient pas de zéro. C'est vrai que ce coronavirus, il nous a frappés comme un nouveau virus dans le monde occidental. Mais il y a eu des coronavirus qui ont fait des dégâts importants déjà dans le passé proche. Pensons au SARS, qui a surtout sévi en Asie, un peu aux États-Unis, dans de rares autres continents, en 2003. Pensons au MERS, qui a émergé en 2012 au Proche et au Moyen-Orient et qui existe toujours. Dans ce contexte-là, on avait déjà 2 exemples de coronavirus virulents pour baser le départ des recherches. Ces recherches se sont déroulées en priorité par rapport à de multiples autres projets. Et d'emblée, elles se sont faites en étroite collaboration entre l'industrie et les autorités d'enregistrement. Par exemple, l'Agence européenne de médicaments, qu'on appelle l'EMA, ou l'agence américaine, la Food and Drug Administration, la FDA. Ce fut, et c'est toujours, un travail considérable qui a requis l'attention de dizaines et de dizaines de personnes, j'ose à peine dire jour et nuit, mais en tout cas de manière extrêmement intensive, pour analyser en parallèle, au niveau des firmes, comme dans les agences, les données qui étaient produites par les études qui sont en cours. Non seulement sur l'efficacité, il faut qu'un produit vaccinal soit efficace, mais aussi, j'ai envie de dire surtout,
sur la sécurité de ces médicaments. C'est ce qu'on a appelé les rolling reviews, les revues en parallèle, à la fois par les chercheurs de l'industrie et par les gens indépendants de ces instances d'enregistrement. Et la Belgique a très activement participé à cette revue. La Belgique est connue dans le domaine de la vaccination au niveau mondial. Elle a participé, entre autres, au niveau européen de manière très active à ces revues. Ceci a permis d'enchaîner, comme ce n'était jamais le cas auparavant, les différentes phases de développement de ce vaccin. La phase 1, la phase 2, la phase 3, celle des études cliniques qui sont en train de se terminer, qui sont terminées pour certains des vaccins. Dans certains cas même, cela a permis de superposer pratiquement la fin d'une phase avec le début de l'autre phase. Seul ce type de revue en parallèle, seul ce type de priorité absolue permet ce genre de situation qui fait gagner énormément de temps par rapport aux procédures administratives classiques. Conscient de l'enjeu colossal en santé publique, les gouvernements, la Commission européenne, chez nous, ici en Europe, les firmes impliquées ont fait des investissements extrêmement importants. Extrêmement importants non seulement dans la recherche, mais d'emblée dans la construction des structures nécessaires pour produire ces vaccins. Et pas les produire après qu'ils étaient enregistrés, mais commencer déjà à les produire pendant que les études avaient lieu. Cela faisait courir un risque, non pas un risque sur la santé, mais un risque financier considérable. Certains de ces vaccins peuvent encore actuellement, dans le futur, être considérés comme étant non adéquats. Ils n'ont pas encore terminé les études pour certains d'entre eux. Et donc les stocks déjà produits pourraient devoir être détruits, avec des pertes financières certainement importantes. Mais c'était la seule manière de pouvoir disposer d'assez de vaccins au moment où ceux-ci seraient passés sous l'œil de sa revue par les autorités d'enregistrement et au moment où ils pouvaient être mis sur le marché. Ne pas devoir attendre encore des mois et des mois pour avoir les dizaines de millions de doses, pour ne pas parler des centaines de millions de doses qui seront nécessaires. Maintenant, après tout ceci, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est sûr au point de vue de ce vaccin, qu'il n'y a pas des choses sévères qui puissent arriver comme effets secondaires? Et nous allons parler aujourd'hui de ce type d'effets secondaires qui soient réellement sévères, préjudiciables pour l'individu. Parce qu'une chose que je peux vous garantir déjà, c'est que vous aurez des effets secondaires. On sait qu'un vaccin, et la plupart des vaccins qui fonctionnent bien, donnent une gêne au niveau du site de l'injection, donnent une rougeur, qu'on peut avoir un peu mal partout pendant un jour ou deux, mais ça, ce sont des petits effets secondaires pour un bien en gain de vie qui est totalement différent dans la proportion. Nous allons donc parler des effets secondaires sévères. Alors, il y a trois grandes considérations à ce niveau-là. La première, c'est qu'en revoyant la littérature scientifique sur les 50 dernières années, les autorités américaines ont pu bien montrer que l'immense majorité des effets secondaires sévères d'un vaccin surviennent en ayant les 6 semaines après son administration. Et donc, c'est dans ce contexte-là que tant aux États-Unis qu'en Europe ou, par exemple, en Australie ou au Japon, toutes les autorités d'enregistrement ont demandé que les dossiers ne leur soient soumis qu'à partir du moment où les gens qui ont été vaccinés avaient reçu le vaccin pendant une durée qui était au moins de 2 mois, un recul de 2 mois de sécurité par rapport aux 6 semaines dont je viens de vous parler. Par ailleurs, deuxième point, le nombre de participants à ces études est extrêmement important. La plupart des vaccins sont enregistrés et considérés comme étant sûrs à partir du moment où 3 000, 5 000, rarement 10 000 personnes ont reçu le vaccin et que des groupes comparatifs ont reçu un placebo. Dans les études ici des vaccins contre le SARS, Covid-2, on a systématiquement plus de 15 000 personnes dans chacune des études qui ont reçu le vaccin en question, parfois même plus, 20 000 ou plus. Ceci est un nombre sans précédent. Et donc, le volume de gens vaccinés, avant que ce vaccin ne soit accepté comme mis sur le marché, est beaucoup plus important et donne donc une plus grande sécurité quant à la définition de l'apparition d'effets secondaires. Beaucoup plus d'expérience, donc une situation plus sûre. Enfin, et troisième point, il y a un gigantesque système de surveillance de la sécurité vaccinale
qui a été mis sur pied non seulement au niveau de chacun des pays, mais au niveau de la communauté européenne, au niveau des États-Unis, au niveau de la plupart des pays du monde dans lesquels ces structures informatiques, entre autres, pouvaient assurer un suivi adéquat. Tout médicament, et j'insiste, le vaccin est un médicament aussi, peut avoir des effets secondaires potentiels extrêmement rares, survenant par exemple une fois tous les 100 000, une fois tous les 200 000 personnes qui le reçoivent. Ce type d'effet secondaire n'a que très peu de chances d'être identifié lors des études, même si elles se font sur un nombre considérable de volontaires comme celle-ci. Dans ce contexte-là, c'est le rassemblement des données, leur enregistrement, et on va enregistrer des données comme l'âge des patients, comme le type de vaccin qu'ils ont reçu, le nombre de doses, le lot des vaccins. Seul ce type de données et un échange rapide des résultats de l'apparition éventuelle d'effets secondaires peut permettre de fonctionner en toute sécurité. Et ce filet de sécurité supplémentaire, ce troisième filet, a été mis en place et sera développé et vous sera d'ailleurs présenté lorsque nous commencerons cette vaccination de manière à vous montrer que l'entièreté des systèmes ont été sécurisés au maximum de ce qui est possible. Une transparence totale est extrêmement importante pour que l'équipe de 11 millions, dont on vous parle de plus en plus, puisse gagner la partie. Et elle ne peut gagner la partie qu'en respectant un certain nombre de règles. Ces règles doivent être le plus claires possible, le mieux comprises possible, c'est un des buts de notre présence ici, et le plus légitime possible. Elles sont actuellement et seront encore pour un certain temps basées sur les fameuses règles d'or. Celles-ci ne vont pas disparaître avec l'apparition de la vaccination. Mais ce qui fera la différence pour nous, pour nos proches, c'est la manière dont nous allons ensemble comprendre ce principe de la vaccination, comprendre son importance, non seulement pour sauver des vies, les nôtres et celles des autres, mais aussi, et je pense que c'est fondamental, pour sauver des valeurs sociales, culturelles et affectives que nous avons dû mettre un peu, et parfois beaucoup, sur les côtés ces derniers mois. Dans un futur proche, le plus proche possible, ce sera votre médecin traitant, ce sera aussi votre pharmacien qui pourra vous aider dans la discussion concernant les vaccins, dans votre compréhension et dans votre adhésion volontaire à ce programme commun. Il faudrait que pour 2021, on puisse dire que c'est l'année des 3 V, l'année de la victoire, excusez-moi, l'année de la victoire sur le virus grâce à la vaccination. Merci. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De besmettingscijfers en de nieuwe ziekenhuisopnames bevinden zich nog steeds op een plateau. We zien momenteel zelfs een lichte toename van de besmettingen en dit vooral in Vlaanderen. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt neemt weliswaar voorlopig nog steeds licht af. Maar indien de ziekenhuisopnames blijven stagneren, verwachten we binnenkort ook een stagnatie van het aantal patiënten, zowel op de algemene afdelingen als op de intensieve zorgen. De afgelopen week werden er gemiddeld 2231 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 3% in vergelijking met de week ervoor. En deze stijging doet zich voornamelijk voor in Vlaanderen, waar er nu 8% meer gevallen werden vastgesteld dan de week ervoor. In Brussel en Wallonië daalt het aantal besmettingen nog verder, maar aan een trager tempo. De voorbije week waren er 13% minder besmettingen in Brussel en 2% minder in Wallonië in vergelijking met de week ervoor. De toename van het aantal besmettingen is het meest uitgesproken in West- en Oost-Vlaanderen, met stijgingen van meer dan 10%. Ook in Antwerpen, Limburg, Henegouwen en Namen stijgen de cijfers. In de rest van het land zien we nog steeds dalingen, gaande van -16% in Luxemburg tot -1% in Vlaams-Brabant.
Bij de tieners, de twintigers en de negentigers is er een beperkte daling van het aantal besmettingen, terwijl de besmettingen stijgen bij alle andere leeftijdsgroepen. En die stijging is momenteel het meest uitgesproken bij de kinderen jonger dan 10 jaar, waar er een toename is van 21% op weekbasis. We moeten daarbij wel opmerken dat het bij kinderen om een relatief laag aantal besmettingen gaat, meer bepaald 616 geregistreerde besmettingen in de voorbije week. En dat is 4% van het totaal aantal geregistreerde besmettingen. In absolute cijfers zien we de meeste gevallen bij de 20ers, 30ers, 40ers en 50ers, het actieve deel van de bevolking, die elk verantwoordelijk zijn voor 14% van de gevallen. Op provinciaal niveau is die leeftijdsverdeling eerder variabel. Zo zien we dat in West-Vlaanderen de toename vooral gedreven is door 40ers en 50ers, terwijl dit in Oost-Vlaanderen eerder gedreven wordt door 80-plussers. Met nog slechts een heel kleine daling van 2% lijken ook de nieuwe ziekenhuisopnames te stagneren. Verleden week waren er gemiddeld 185 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, in vergelijking met 189 de week ervoor. Deze stabilisatie op nationaal niveau verbergt echter wel enkele opvallende regionale verschillen. In Vlaanderen stijgen de nieuwe ziekenhuisopnames namelijk met 3%, terwijl ze in Brussel en Wallonië eerder dalen, gaande van -13 tot -6%. Op provinciaal niveau zien we enkel nog dalingen in Luik, Henegouwen en Limburg. Er liggen nu 2832 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 617 op intensieve zorgen. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt neemt daarmee nog verder af, maar aan een steeds trager tempo. In West-Vlaanderen zien we zelfs een lichte toename van het aantal bezette bedden in de ziekenhuizen, en dit zowel op de algemene afdelingen als op intensieve zorgen. De overlijdens gaan in verdere dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 90 overlijdens per dag te betreuren. En dat zijn er 19% minder dan de week ervoor. Vervolgens zouden we u nog wat achtergrond willen geven over de vaccins en hun goedkeuring. Zoals u weet zullen de komende maanden in het teken staan van de vaccinatie tegen COVID. Daarom zouden we graag wat meer informatie willen geven over hoe deze coronavaccins zo snel op de markt kunnen komen. We weten immers uit het verleden dat het gewoonlijk 7 tot 8 jaar kan duren voordat een geneesmiddel of vaccin ontwikkeld kan worden en geregistreerd kan worden. Als alles goed gaat, zal dat voor de huidige coronavaccins, of toch voor een deel van die coronavaccins, mogelijk zijn op minder dan 1 jaar. Hoe is dat mogelijk en hoe kan een vaccin onder deze snelle omstandigheden toch veilig zijn? Wel, het is belangrijk om te benadrukken dat een vaccin moet voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als geneesmiddelen, zoals zoveel pillen of capsules die we zo vaak innemen. In de westerse maatschappij heeft geen enkele gezondheidsinstantie op dit gebied het kleinste risico genomen. Integendeel. Laten we bij het begin beginnen. Toen het virus begin januari nog maar pas ontdekt was, was het dankzij de enorme vooruitgang in de technologie mogelijk om op enkele dagen tijd de genetische samenstelling van het virus te bepalen. Ter herinnering, de uitbraak met een onbekend virus werd voor het eerst gemeld op 31 december in Wuhan. Een kleine 10 dagen later, op 10 januari, was de volledige genetische code van het coronavirus bekend en gepubliceerd. De gegevens van deze genetische code werden openbaar gemaakt en verspreid over heel de wereld, zodat laboratoria,
waar ook ter wereld, onderzoek naar een vaccin konden beginnen. Dit onderzoek moest gelukkig niet van nul beginnen. Er waren reeds 2 gevaarlijke coronavirussen bekend, namelijk het coronavirus dat in 2003 SARS veroorzaakte en een ander coronavirus dat sinds 2012 MERS veroorzaakt in het Midden-Oosten. Er waren dus reeds vaccins in ontwikkeling tegen deze 2 gekende coronavirussen en die vaccins konden aangepast worden om ook werkzaam te zijn of om werkzaam te zijn tegen dit nieuwe coronavirus. Het ging niet alleen om vaccins tegen gekende coronavirussen, maar ook vaccins die ontwikkeld waren bijvoorbeeld tegen het ebola-virus, konden omgevormd worden tot een vaccin dat ook werkzaam is tegen het nieuwe coronavirus. Het onderzoek naar deze nieuwe coronavaccins werd het voorbije jaar met voorrang uitgevoerd boven vele andere projecten. En dit in nauwe samenwerking met registratieinstanties over de hele wereld, zoals het Europese Geneesmiddelenbureau, het EMA, en de Amerikaanse Food and Drug Administration, de FDA. In deze vaccinstudies zijn er normaal 3 fases, 3 klinische fases, die normaal gezien achter elkaar uitgevoerd worden. Maar ook hier werd tijd gewonnen door deze 3 fasen gedeeltelijk te laten overlappen. Dit heeft het mogelijk gemaakt om zowel op het niveau van de bedrijven als de overheden op korte tijd een enorme hoeveelheid gegevens te analyseren over de werkzaamheid, maar ook over de veiligheid van deze vaccins. En dit gebeurde aan de hand van de fameuze Rolling Review, waaraan België ook actief heeft deelgenomen. Rolling Review betekent dat de gegevens van deze klinische studies doorlopend beoordeeld werden door onafhankelijke instanties, in plaats van dit eenmalig te doen op het einde van de klinische studies. In het besef van het belang van wat er op het spel stond, hebben zowel de regeringen en de Europese Commissie als de betrokken bedrijven hun krachten gebundeld om reeds te investeren in productiefaciliteiten, lang voordat de vaccins een vergunning kregen. Dit brengt een groot risico mee, en dat risico bestaat nog steeds, dat voor veel van deze bedrijven deze investering volledig verloren kan gaan, indien het kandidaatvaccin niet zou blijken te werken of niet veilig zou blijken te zijn en uiteindelijk geen goedkeuring krijgt van de overheid. Maar langs de andere kant is dit wel de enige manier om genoeg vaccin klaar te hebben om een inentingscampagne te starten in de dagen en weken na het bekomen van de marktvergunning. U kan zich dus terecht afvragen hoe het kan dat men dan op zo'n korte tijd kan zeggen dat een vaccin veilig is. Wel, hier zijn een aantal belangrijke overwegingen. Ten eerste hebben de Amerikaanse agentschappen, door de wetenschappelijke literatuur van de laatste 50 jaar door te nemen, vastgesteld dat bijna alle bijwerkingen van vaccins optreden binnen enkele dagen na de toediening tot 6 weken na de toediening. Daarom konden zowel in Europa als in de Verenigde Staten de vaccinatie-registratiedossiers pas worden ingediend nadat de vrijwilligers gedurende minstens 8 weken waren opgevolgd. Er werden daarbij dus 2 weken extra genomen als bijkomende voorzorgsmaatregel. Het is belangrijk om te vermelden dat de vaccins, bijvoorbeeld die nieuwe RNA-vaccins, wel degelijk bepaalde nevenwerkingen induceren. Dat weten we uit de klinische studies. Vaak gaat dat om milde nevenwerkingen die optreden vlak na de vaccinatie. Zo is het heel normaal dat men op de plaats van de injectie van het vaccin de huid of de injectieplaats wat hard en gezwollen voelt en dat men de dag nadien of tot 2 dagen na het toedienen van het vaccin zich wat licht grieperig kan voelen. Dat kan gaan van lichte hoofdpijn, wat vermoeidheid of zelfs een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur. Dit zijn milde effecten, die gaan voorbij en die betekenen meestal ook dat het vaccin goed zijn werk doet.
Ten tweede is het ook belangrijk om te vermelden dat er niet bespaard is op het aantal deelnemers dat heeft deelgenomen aan deze klinische studies. Bij elke studie zijn er minstens 15.000 mensen, tot soms 20.000 mensen, betrokken geweest die het nieuwe vaccin hebben gekregen. En bij evenveel mensen werd een placebo toegediend ter vergelijking. Als je dat vergelijkt met vaccins die in het verleden onderzocht en ontwikkeld zijn, dan gebeurde dat vaak bij 10.000 of minder mensen die het vaccin kregen in gelijkaardige klinische studies. Er werd op dit vlak dus niet bespaard. Ten derde is het ook zo, eenmaal dat het vaccin op de markt zal komen, dat er een groot veiligheidscontrolesysteem voor deze vaccins is opgezet. Niet alleen in België, maar ook in Europa en de Verenigde Staten. Op die manier kan men de effecten van het vaccin ook verder opvolgen, eenmaal het wordt toegediend op grote schaal aan de bevolking. Elk geneesmiddel, en dat geldt dus ook voor een vaccin, kan onvoorziene bijwerkingen hebben. Bijwerkingen die niet opgemerkt werden in de klinische studie. Per definitie gaat het hier om zeldzame bijwerkingen. Bijwerkingen die minder vaak voorkomen dan 1 keer op 10.000. Dat is namelijk het aantal deelnemers dat werd ingesloten in die studies die het vaccin reeds hebben gekregen. Die bijwerkingen kunnen heel zeldzaam zijn, gaande van 1 op 100.000 gevaccineerden tot 1 op 1 miljoen. En die kunnen ook soms voorkomen bij groepen die niet of slechts in beperkte mate werden ingesloten in de klinische studies. Dit zal echter nauwgezet opgevolgd worden in de toekomst. Het is zo dat elke vaccinatie zal geregistreerd worden in een centrale database. Daarbij worden de gegevens van de datumvaccinatie genoteerd, het type vaccin dat werd toegediend, het merk, maar ook het lotnummer van het vaccin. Dit zal gecombineerd worden met databases van andere landen. En dankzij internationale samenwerking en volledige transparantie kunnen zo mogelijk zeldzame of onbekende nadelige gevolgen blootgelegd worden en kan men indien nodig ook bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Het is belangrijk om nog eens te herhalen dat, ondanks het komende vaccinatiejaar, ook de komende maanden het respect voor de gouden basisregels belangrijk zal blijven. Dankzij het vaccin zal geleidelijk aan de controle over het virus vergemakkelijken en zal de maatschappij geleidelijk aan kunnen normaliseren. Het is op dit moment echter heel moeilijk om daar een precieze timing op te plakken. En het is vrij zeker dat de eerste maanden van 2021 we nog steeds zeer veel aandacht zullen moeten hebben voor die gouden basisregels. Het vaccin zal echter wel een verschil kunnen maken voor onszelf, voor onze dierbaren en voor de maatschappij in zijn geheel, met het behoud en respect van onze sociale, culturele en emotionele waarden die het voorbije jaar zo vaak onder druk hebben gestaan. In de toekomst zal u ook raad kunnen vragen aan uw huisarts of aan uw apotheker wanneer u twijfels heeft rond het vaccin of bepaalde vragen. 2020 was het jaar van het virus. Laat ons hopen dat 2021 het jaar van het vaccin zal zijn. Dank u voor uw aandacht. Comme nous venons de l'entendre, les chiffres sont interpellants. Nous pouvons voir les choses sous différents angles. Il y a du positif dans le fait que nous ayons réussi à réduire les courbes très hautes en un laps de temps relativement court. Cela a été possible parce que la grande majorité d'entre nous prend ses responsabilités. Alors que ce n'est pas évident, que nous sommes sur la brèche depuis plusieurs mois, que la situation est usante, malgré tout, nous agissons, nous essayons au maximum de limiter nos contacts à risque, de nous rendre seuls, faire des courses pour diminuer l'affluence dans les commerces, de porter correctement le masque là où c'est recommandé et bien sûr de penser à l'indispensable hygiène des mains. Tous ces comportements combinés permettent de ralentir la propagation du virus. On peut s'en féliciter, s'auto-encourager.
Bien sûr, tout n'est pas rose. Et effectivement, si on regarde maintenant la situation actuelle d'un œil critique, le plateau atteint est actuellement trop élevé. Chaque jour, trop de personnes sont encore infectées. Chaque jour, trop de personnes sont hospitalisées. Chaque jour, de trop nombreuses familles voient partir un être cher. L'important pour nous tous est d'abaisser ce plateau afin de pouvoir retrouver des bilans quotidiens moins dramatiques. Nous y parviendrons en poursuivant nos efforts communs. Persévérons. Au vu de la situation, il sera de la plus haute importance de passer la période de fin d'année de manière responsable. Un sapin de Noël, c'est agréable à admirer dans un salon, c'est agréable à admirer dans les rues de nos villes et villages, mais faisons tout ce que nous pouvons pour que les courbes de début janvier ne ressemblent pas à ce sapin de Noël. Dans les semaines à venir, une partie d'entre nous va passer ses congés dans les Ardennes ou sur la côte, pour profiter des charmes hivernaux de ces belles régions. Les logements de vacances font le plein pendant la période de Noël. Se rendre dans ces locations ou dans ces secondes résidences en Belgique reste possible, mais bien entendu, les règles mises en place pour lutter contre le coronavirus s'appliquent partout en Belgique, quel que soit notre lieu de résidence. Le virus ne fera pas de distinction que ce soit une période festive ou que vous soyez dans un gîte ou un appartement à la mer plutôt qu'à votre domicile. Nous devons appliquer dans ces logements les mêmes règles sanitaires que chez nous, et cela implique notamment qu'il ne s'agit pas d'y retrouver ou d'y loger à plusieurs familles ou entre amis. Cela présente tout autant de risques que de les inviter à loger ou à manger chez nous. Seul un ménage, donc, accompagné éventuellement d'un contact rapproché, peut partager un même logement de vacances. Les autres mesures s'appliquent également, que ce soit pour vos balades à l'extérieur ou lorsque vous vous rendrez faire vos courses. Vu l'attrait de ce type de logement pendant cette période, nous lançons un appel explicite, que ce soit aux propriétaires ou aux locataires de ces logements, pour respecter les règles, même si c'est pendant les vacances. Comme dit la semaine passée, les courbes vont bientôt choisir d'évoluer vers le haut ou vers le bas. Comme nous le savons tous, notre comportement détermine ces courbes. Notre comportement a un impact sur l'évolution de ces courbes. Même s'il est difficile pour nous tous de respecter les règles pendant cette période, c'est notre arme commune à tous pour pouvoir envisager le plus positivement possible le début d'année 2021. Alors, tenons bon. Goedemorgen. Zoals we net hebben vernomen, stagneren de cijfers. We kunnen dit bekijken op een positieve en op een negatieve manier. Positief is het feit dat we erin zijn geslaagd om deze zeer hoge curve op een relatief korte periode te doen dalen. Dit is gelukt omdat het overgrote deel van de bevolking haar verantwoordelijkheid opneemt. Ondanks het feit dat het niet evident is en het zwaar begint te wegen om vol te houden, respecteert het overgrote deel van de bevolking de maatregelen. We beperken onze sociale contacten. We gaan alleen winkelen. We dragen correct het mond-neusmasker waar het moet. We denken aan een goede handhygiëne enzovoort. Al deze gedragingen zorgen ervoor dat de verspreiding van het virus wordt afgeremd. Negatief is echter dat het plateau veel te hoog is. Dagelijks worden er nog te veel mensen besmet. Dagelijks worden er nog te veel mensen opgenomen in het ziekenhuis en moeten nog veel families afscheid nemen van een geliefde omwille van COVID-19. Het komt erop aan om dit plateau zo snel mogelijk verder te doen dalen. Zodoende kunnen we samenkomen in een veiligere zone. Hierin zullen we enkel slagen als we onze gemeenschappelijke inspanningen verder zetten. De feestdagen op een verantwoorde manier doorbrengen zal hierbij van kapitaal belang zijn. Een kerstpiek is fijn in een kerstboom, maar een nieuwe piek in de COVID-19-curve moeten we absoluut vermijden. Veel mensen hebben de gewoonte om de feestdagen door te brengen in de Ardennen of aan de kust. Dit kan, maar uiteraard gelden de regels voor het sociale contact in heel België. Het virus verplaatst zich immers mee en maakt geen onderscheid tussen uw woonplaats, een vakantiewoning in de Ardennen of een appartement aan zee. Dit betekent concreet dat je met de mensen waarmee je samenwoont en eventueel uw knuffelcontact een aantal dagen kan doorbrengen in de Ardennen of aan de kust. Een weekendje met verschillende gezinnen of vrienden doorbrengen in de Ardennen of aan zee is momenteel echter nog een te groot risico voor de volksgezondheid.
en is dan ook niet toegelaten. We weten dat er veel vakantiewoningen de komende weken verhuurd zijn aan de kust en in de Ardennen. We doen hierbij dan ook een uitdrukkelijke oproep om de regels, onder andere over het sociale contact, ook te respecteren als u een aantal dagen gepland heeft aan de zee of in de Ardennen. Vorige week vertelde Steven van Gucht dat de curve weldra zal kiezen. Of ze naar beneden of naar boven zal gaan. Zoals we allemaal weten, bepaalt ons gedrag de curve. Ook al is het in deze periode moeilijk om de regels te respecteren, het is de enige manier om 2021 samen hoopvol te kunnen aanvatten. Hou dus vol. Dank je wel en ik wens jullie alvast een prettige en vooral een veilige werkweek. Ik denk niet dat er vragen zijn van de journalisten. Nee. Dus dan kunnen we hier afronden. En dan hebben we afspraak voor deze woensdag om 11 uur. Donc le prochain conférence de presse aura lieu le mercredi à 11 h. Merci.